La vie sur une planète à haute teneur en oxygène serait une expérience folle et exaltante. Imaginez-vous respirer un grand coup et avoir l'impression d'avoir avalé un expresso. Le ciel est d'un bleu profond et les arbres autour de vous sont gigantesques, luxuriants et verts. Ils poussent à une vitesse accélérée. L'exercice quotidien est maintenant un jeu d'enfant. Avec tout cet oxygène en plus, vous pouvez courir plus vite, sauter plus haut et soulever des poids plus lourds. Votre jogging matinal ne demande presque aucun effort. Et vous remarquez que tout semble se déplacer plus rapidement et avec plus d'énergie. Mais il vous faut également faire attention à la faune. Les animaux autour de vous sont devenus énormes et ils se déplacent avec une vitesse et une agilité accrues. Vous vous imaginez être poursuivi par un guépard dopé à l'oxygène? Une véritable Ferrari sur pattes? Mais comment cela est-il même possible? Et comment de hauts niveaux d'oxygène influencerait-il l'évolution de la planète et notre vie en général? Pour répondre à cette question, vous devez comprendre comment fonctionne l'oxygène. L'oxygène est un peu le carburant qui alimente les moteurs de la vie. C'est un gaz qui nous entoure, constituant environ 21% de l'air que nous respirons. Et ne laissez pas ce petit pourcentage vous tromper. Chaque fois que vous respirez, ces petites molécules ont un accès prioritaire aux cellules de votre corps, qu'elles assistent dans leur production d'énergie. Sans oxygène, vos cellules n'auraient pas l'énergie nécessaire pour fonctionner correctement. Et votre corps ralentirait jusqu'au point mort. L'oxygène est également incroyablement polyvalent. Il est utilisé par tout un tas d'organismes, des petites bactéries aux éléphants massifs. Il se trouve même dans l'océan. Les organismes marins comme le plancton et les algues produisent des tonnes d'oxygène, alimentant toute la vie sous-marine. Et ce n'est pas seulement un composant essentiel de la vie sur Terre, c'est aussi une fontaine de jouvence. L'oxygène nous donne une peau éclatante et un esprit vif. Alors, n'oubliez pas de vous promener plus souvent à l'air frais. Mais ce n'est que le début. L'oxygène est un gros bosseur qui effectue une multitude de fonctions différentes simultanément. Pour commencer, il est comme le concierge de l'atmosphère. Il nettoie tous les polluants nocifs et préserve la fraîcheur et la propreté de l'air. Il est également le garde du corps de notre atmosphère, nous protégeant des rayons UV et d'autres dangers cosmiques. Sans lui, nous serions des cibles faciles face aux radiations spatiales. Et n'oublions pas l'impact de l'oxygène sur la météo. C'est un marionnettiste qui tire les ficelles de l'atmosphère pour créer toutes sortes de motifs météorologiques extravagants. Les tornades, les ouragans, les orages sont tous des produits du travail de l'oxygène. Et certes, ces phénomènes sont incroyablement dangereux, mais ils contribuent également à redistribuer les nutriments et la matière organique en soulevant et transportant la terre, les feuilles et autres débris de région en région. Ainsi, ils aident à fertiliser les sols et fournissent des nutriments pour les plantes et les autres organismes. Comme vous pouvez le voir, les petites molécules d'oxygène travaillent avec ardeur pour tout maintenir en équilibre. Alors, que se passerait-il si soudainement nous augmentions les niveaux à 30, 40, voire 50%? En réalité, trop d'oxygène peut devenir très dangereux. Il y a ce qu'on appelle la toxicité de l'oxygène. Elle peut entraîner toute une série de symptômes assez graves et de très gros problèmes. C'est comme quand on mange trop de bonbons. C'est bon au début, mais on le regrette un peu plus tard. Cela peut paraître surprenant, mais si vous recevez trop d'oxygène, vous serez essoufflé. Vous pourrez vous sentir très bien au début, mais rapidement, vous commencerez à être étourdi, comme si vous aviez dansé pendant des heures sans faire de pause. En outre, des niveaux trop élevés d'oxygène peuvent être carrément toxiques pour votre corps. Cela peut vous donner la sensation d'avoir été frappé par un camion. En fait, quelque chose de similaire s'est produit sur Terre il y a de nombreuses années. Ce type d'environnement existait durant le Carbonifère, lorsque les plantes ont commencé à pousser sur la terre ferme. À cette époque, l'oxygène constituait 20% de l'atmosphère, à peu près autant qu'aujourd'hui. Mais il a continué à augmenter au cours des 50 millions d'années suivantes, atteignant un taux de 35%. Cela a eu quelques effets sur la planète. Il y a environ 300 millions d'années,
D'immenses forêts ont vu le jour et d'énormes marécages dominaient les zones basses. Mais à mesure que ces plantes géantes se décomposaient, quelque chose d'étrange se produisait. Le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère chutait. Normalement, lorsque quelque chose pourrit, les microbes le décomposent et produisent du dioxyde de carbone. Ce gaz nous aide à capturer la chaleur du soleil et rend la planète plus chaude. Mais quand ces plantes géantes se sont trouvées enfouies dans les profonds marécages, les microbes ne pouvaient pas faire leur travail. Tout cela a rendu notre planète beaucoup plus froide. Qui aurait cru que quelque chose d'aussi simple qu'une bouffée d'air frais pourrait avoir un impact si important? Mais cette période de la vie sur Terre nous a aidé à comprendre à quoi ressemblerait notre planète si le niveau d'oxygène y était beaucoup plus élevé. Et voici ce que nous avons appris. Nous avons déjà parlé du regain d'énergie initial et de l'épuisement qui lui succède. Il nous faudrait donc porter des masques spéciaux ou des respirateurs pour continuer à vivre correctement. Un tel environnement pourrait également vous aider à guérir plus rapidement. C'est comme si vous aviez une équipe de petits médecins à l'intérieur de votre corps. Mais l'inconvénient, c'est que cela pourrait aussi vous rendre plus susceptible à certaines maladies. Alors, comment trouver le bon équilibre? Et avec tout cet oxygène, nous pourrions admirer des couchers et des levées de soleil vraiment spectaculaires. L'excès d'oxygène dans l'atmosphère disperserait la lumière en de nouvelles façons fascinantes, créant des spectacles de couleurs époustouflants dans le ciel. Et ce ne sont pas seulement les humains qui seraient affectés. Les plantes et les animaux subiraient également des effets étranges. Les plantes pousseraient comme si elles étaient sous stéroïdes, atteignant des hauteurs vertigineuses, comme le haricot magique du conte de fées. Vous imaginez toute la nourriture que nous pourrions récolter? Des arbres géants et des champs luxuriants nous fourniraient de quoi vivre pendant des siècles. Et les animaux subiraient eux aussi des mutations incroyables. Les espèces qui carburent à l'oxygène, les insectes et les arachnides, seraient les gagnantes de cette situation. Elles prospéreraient dans un tel monde, devenant plus grandes et plus robustes que jamais. Alors, si vous avez déjà pris vos jambes à votre cou en voyant une grosse araignée, imaginez ce que ce serait si elle était 5 fois plus grosse. Mais pour les espèces qui se sont adaptées à des niveaux d'oxygène plus faibles, les choses ne se passeraient pas aussi bien. Les mammifères, par exemple, auraient quelques difficultés. Et cela entraînerait un changement dans l'équilibre des forces entre les différentes espèces, certaines prospérant et d'autres luttant pour survivre. Dans l'ensemble, nous assisterions à des changements plutôt cool, des oiseaux développant la capacité de voler plus haut que jamais, par exemple. Faire face à ces grands animaux serait à la fois excitant et très difficile. Il nous faudrait construire des abris plus solides et nous tenir à l'écart de ces énormes bêtes. Tout cela pourrait aussi conduire à une augmentation des catastrophes naturelles et à une dégradation des écosystèmes et de la faune. Les incendies se déclencheraient plus rapidement et brûleraient avec intensité, faisant des feux de forêt une menace constante. Même une simple étincelle provenant d'un feu de camp pourrait potentiellement conduire à une catastrophe. Il nous faudrait donc repenser nos méthodes de cuisson et de chauffage pour éviter les accidents. Au fait, si nous vivions sur une planète avec moins d'oxygène, disons environ 15%, nous aurions également des problèmes. Par exemple, nos corps devraient travailler beaucoup plus dur pour obtenir la même quantité d'oxygène qu'ils obtiennent actuellement. Nous nous fatiguerions et nous essoufflerions beaucoup plus rapidement, et faire de l'exercice serait bien plus ardu. Nous aurions aussi quelques problèmes de mémoire et de concentration. Donc, la quantité d'oxygène que nous avons actuellement est la plus idéale, sachons l'apprécier. Imagine une planète où chaque inspiration emplit ton corps d'énergie, comme un espresso. Le ciel au-dessus de toi est d'un bleu intense, tandis que des arbres gargantuesques s'étendent loin dans l'atmosphère, leurs feuilles d'un vert éclatant poussant à une vitesse stupéfiante. Ton footing quotidien devient un plaisir sans pareil. Grâce à l'abondance d'oxygène, tu deviens une version boostée de toi-même. La course à pied se fait sans effort, tandis que tu t'élances à travers le paysage et que tu soulèves des poids qui te paraîtraient normalement inamovibles.
C'est comme si le monde lui-même était imprégné d'énergie. Tout va plus vite. La faune qui t'entoure est également affectée par cette surcharge d'oxygène. Les animaux gambadent sur Terre avec grâce, leur ossature massive propulsée par une agilité sans pareille. Imagine-toi dans une course-poursuite haletante avec un guépard dopé à l'oxygène, faisant face à un prédateur qui pourrait mettre la misère à une Ferrari. Tu te demandes peut-être comment un tel scénario peut être possible. Voyons voir. L'oxygène est le puissant carburant qui permet à la vie terrestre d'exister en tant que telle. Il constitue environ 21% de l'air que nous respirons et chaque inspiration que nous prenons transmet ces petites molécules à nos cellules, leur fournissant l'énergie dont elles ont besoin pour se développer. Sans oxygène, celles-ci seraient asphyxiées et nos corps s'effondreraient. Mais ce n'est pas tout. L'oxygène est une panacée qui fonctionne pour toutes sortes d'êtres vivants, des minuscules bactéries aux gigantesques éléphants. Il est même crucial sous l'eau, où il enrichit les océans. Des créatures étonnantes comme le plancton et les algues produisent beaucoup d'oxygène, créant ainsi un monde sous-marin prospère. Mais pour bien comprendre l'impact des niveaux élevés d'oxygène sur la planète, prépare-toi à un petit voyage dans le temps. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante. Ils ont testé des roches provenant de 2 endroits différents, très éloignés l'un de l'autre. Et devine quoi? Ces roches contenaient de minuscules poches de gaz, qui montraient comment les niveaux d'oxygène avaient augmenté de près d'un tiers, en très peu de temps, comme une bouffée d'air frais à l'échelle planétaire. Les chercheurs ont donc étudié ces roches et découvert que les niveaux d'oxygène étaient beaucoup plus élevés à l'époque. Imagine des paysages luxuriants, des forêts impénétrables et d'immenses marécages qui s'étendaient à perte de vue. Au cours de la période du Carbonifère, l'oxygène imprégnait l'atmosphère avec une concentration impressionnante de 20%, tout comme aujourd'hui. Mais au cours des 50 millions d'années qui ont suivi, sa teneur est montée en flèche pour atteindre les 35%. Peux-tu imaginer ce qui s'est passé? L'augmentation du taux d'oxygène a provoqué un phénomène incroyable. D'immenses forêts ont poussé sur toute la Terre, créant un monde verdoyant à couper le souffle. De vastes marécages se sont répandus dans les zones de basse altitude, donnant au paysage un aspect surréaliste. Dans le même temps, les niveaux de gaz carbonique ont chuté. Normalement, lorsque les choses se décomposent, les microbes libèrent du dioxyde de carbone dans l'air. Ce gaz agit comme une couverture chauffante, emprisonnant la chaleur du soleil et augmentant les températures. Mais dans ces marécages insondables où les plantes géantes mouchent en terre submergée, les microbes n'ont pas pu faire leur travail. Résultat, la planète est devenue très froide. Qui aurait cru qu'une bouffée d'air frais pouvait agir de façon si littérale? Les scientifiques tentent toujours de comprendre pourquoi cela s'est produit. Mais une chose est sûre, le phénomène n'est pas apparu qu'à un seul endroit. Il s'agissait d'une tendance mondiale. C'est comme si la planète s'était amusée avec les boutons du thermostat. Mais remontons encore plus loin. Nous voyons les premiers dinosaures d'Amérique faire leur entrée. Les niveaux élevés d'oxygène ont donné un coup de fouet à l'essor de ces puissants sauriens à travers le globe. Imagine des tropiques peuplés de créatures immenses et majestueuses. Les dinosaures ne sont évidemment pas apparus de nulle part. Ils ont bénéficié d'un environnement changeant qui était parfait pour leur évolution. Les niveaux d'oxygène ont joué un rôle important dans cette parade des dinosaures, et l'accroissement de sa concentration a entraîné une augmentation de leur taille. À commencer par des prédateurs comme le Shindesaurus et, peu après, d'énormes dinosaures comme les sauropodes qui ont pris possession de la Terre. Puis, il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu et ce sont les mammifères qui ont pris le relais. Et voici la partie la plus intéressante. Les mammifères n'ont jamais atteint la taille des dinosaures. Comment expliquer cela? Les mammifères, parmi lesquels les humains, soit dit en passant, ont la particularité de pouvoir réguler leur température corporelle. Mais cela a un coût. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour rester au chaud, contrairement aux reptiles et aux dinosaures. Les sauriens ne se préoccupèrent pas de réguler leur température et pouvaient donc concentrer leurs ressources vers leur croissance. Les plus grands dinosaures étaient environ 10 fois plus grands que les plus grands mammifères. C'est un peu comme un enfant prétentieux. Tout ce que tu peux faire, je peux le faire en 10 fois plus grand. Les dinosaures avaient peut-être des limites similaires quant à leur taille maximale, mais elles étaient beaucoup moins strictes. Avant l'extinction des dinosaures, les mammifères étaient très petits, et de nombreuses espèces ont d'ailleurs disparu en même temps que les dinos. Mais les survivants ont profité de cet écosystème laissé vacant, et se sont rapidement diversifiés pour atteindre des tailles différentes. Toutefois,
Après 42 millions d'années de croissance, la taille des mammifères a atteint un plafond. Ce phénomène est observé sur tous les continents, très probablement en raison de la superficie des terres et de leur température. Les environnements plus froids ont permis aux mammifères de grossir, mais l'équilibre entre la taille du corps et la chaleur est devenu difficile à trouver. L'étendue des terres habitables a également joué un rôle dans le maintien de populations importantes. Mais l'accroissement de la taille des animaux n'est pas la seule chose que l'oxygène puisse accomplir. Ce gaz est un véritable touche-à-tout. Il agit également comme un fidèle garde du corps, nous protégeant des rayons UV nocifs et d'autres dangers en provenance de l'espace. Sans oxygène, nous serions sans défense face à de telles menaces. L'oxygène joue également un rôle prépondérant dans la formation des intempéries. Il s'associe à d'autres gaz dans l'atmosphère pour donner au ciel des allures de tornades, d'ouragans et d'orages électriques. Il se mélange dans l'air, créant les conditions idéales pour que ces phénomènes météorologiques d'ampleur se produisent. Ceux-ci peuvent s'avérer dangereux, mais ils remplissent une fonction importante. Ils contribuent à la distribution des nutriments et de la matière organique, en déplaçant la terre, les feuilles et autres débris vers de nouveaux endroits. Et si nous décidions de jouer avec les forces de la nature et d'augmenter les niveaux d'oxygène jusqu'à des niveaux insensés, 30, 40, voire même 50%, on sait tous qu'il ne faut pas abuser des bonnes choses. On parle de toxicité de l'oxygène lorsqu'une trop grande quantité de ce gaz se met à entraîner des problèmes de santé. C'est comme manger beaucoup de bonbons. C'est amusant au début, mais tu le regretteras bien assez vite. Étonnamment, une surdose d'oxygène peut te faire lutter pour respirer, comme un danseur épuisé qui aurait désespérément besoin d'une pause. Au début, tu peux ressentir un regain d'énergie, mais cela ne durera pas. Des vertiges se font sentir, comme si tu avais tournoyé sur la piste de danse pendant des heures sans t'arrêter. Dans les CA extrêmes, un excès d'oxygène peut même nuire à ton corps, te donnant l'impression d'avoir été percuté par un camion. Ainsi, bien que l'oxygène soit toujours à nos côtés et nous donne la vie, il est important d'apprécier son équilibre délicat. Ne te précipite donc pas sur le premier équipement respiratoire. De plus, nous ne serions pas les seules créatures à pâtir de cette orgie d'oxygène. Les mammifères, dans leur ensemble, auront du mal à s'adapter à ces niveaux extrêmes. L'équilibre des forces entre les espèces changera radicalement, et les gagnants lutteront pour leur survie dans un monde qui échappera à tout contrôle. Nous aurons besoin d'abris plus robustes pour faire face à ces animaux disproportionnés. Il nous faudra rester agiles pour éviter les dangers. Et au milieu de tout ce chaos, on observera des efforts d'adaptation étonnants. Les oiseaux voleront plus haut que jamais, surplombant jusqu'aux nuages. Prépare-toi également à des catastrophes naturelles plus nombreuses et à des écosystèmes à l'équilibre toujours plus précaires. Les incendies se déclencheront très rapidement et feront rage pendant des semaines, faisant des feux de forêt une menace constante. Même la plus petite étincelle provenant d'un feu de camp pourra provoquer un véritable désastre. Nous devrons repenser nos méthodes de cuisson et de chauffage, afin de rester en sécurité. C'est une belle journée pour une promenade en bateau dans les marais. S'il n'y avait pas ces moustiques, la journée serait parfaite. Mais pour une raison inconnue, les moustiques continuent de grossir à mesure que tu t'enfonces dans le marécage. Au départ, ce n'étaient que de minuscules insectes, presque invisibles, et ils peuvent maintenant avoir la taille de ton pouce. Tu peux entendre leur bourdonnement lorsqu'ils passent devant toi. Tu t'enfonces plus profondément pour chercher à savoir pourquoi ils sont si gros. Finalement, tu vois un grand essaim de moustiques, de la taille de ta main, qui bourdonne. Ils te remarquent et commencent à voler vers toi. Tu attrapes une branche et tu commences à fouetter l'air pour les écraser. Tu cours jusqu'à ton bateau et essayes de t'échapper, mais ils te suivent et certains parviennent à se poser sur toi. Tu les écrases, mais d'autres, de la taille de ballons de basket, sortent de nulle part. Tu démarres ton bateau et tu retournes à toute vitesse sur la terre ferme. En arrivant, tu vois tout le monde s'enfuir en courant, en panique, à cause des moustiques géants. Certains d'entre eux sont aussi massifs que de gros chiens. Les gens se réfugient sous les tables de pique-nique, tandis que d'autres courent jusqu'à leur voiture et démarrent en trombe. Tu descends de ton bateau et cours vers le supermarché le plus proche, en même temps que des dizaines de personnes. Les employés verrouillent les portes, mais à travers les grandes baies vitrées, tu peux voir les moustiques qui se multiplient. Ils sont de plus en plus gros, il y en a même un aussi gros qu'une voiture, qui passe en trombe. Il est si lourd qu'il a atterri sur une voiture vide et l'a écrasé. Les gens se tassent au fond du magasin. Tu essayes de calmer tout le monde et leur dis de ne pas faire de bruit. Les moustiques se posent sur la baie vitrée et bloquent la lumière naturelle. Il commence à faire sombre à l'intérieur. Quelqu'un augmente le volume de la télévision pour diffuser les dernières nouvelles.
Les moustiques se déchaînent sur tout le continent, détruisant les ressources naturelles et envahissant les villes. Les gens sont invités à rester à l'intérieur jusqu'à nouvel ordre. Les moustiques remarquent qu'il y a des gens dans le magasin. Alors ils essayent d'entrer de force. Un moustique de la taille d'une voiture vrombit dans le ciel, inconscient de ce qui se passe en bas. Tout le monde entend du bruit provenant de l'arrière-boutique. Les employés se rendent compte qu'ils n'ont pas verrouillé la porte. Un gros moustique entre et renverse tout. Tout le monde court dans tous les sens, paniqué, en lui jetant des objets au hasard. Certaines personnes prennent un extincteur et l'aspergent jusqu'à ce qu'il s'envole vers l'arrière-boutique. Les employés verrouillent la porte et la barricade pour que rien ne puisse plus entrer. Tout le monde attend nerveusement. La télévision diffuse un reportage en direct sur les moustiques géants qui volent partout. Un hélicoptère est obligé d'atterrir car les moustiques volent furieusement dans le ciel. Tout le monde frissonne en entendant le bruit d'autres moustiques qui bourdonnent près de la porte arrière. Les heures passent et d'autres moustiques arrivent sans cesse. Il n'y a personne dehors. Et une grande partie de l'aménagement urbain et du parc est détruite ou envahie par les insectes géants. Certaines personnes grignotent ce qu'elles peuvent tandis que d'autres dorment. Un bulletin spécial interrompt le reportage et montre qu'il y aurait des bus blindés prêts à embarquer les gens près de l'aire de pique-nique sur l'autoroute. Ces bus ne se rendront pas au point chaud du centre-ville, car ce serait trop dangereux. Le seul moyen de monter à bord est d'être sur l'autoroute dans 2 heures. Tout le monde essaye d'appeler ses proches, mais les tours de téléphonie cellulaire ont été détruites et personne ne peut plus appeler personne. Le moustique qui s'est introduit il y a un moment a détruit la seule ligne fixe qui était présente. Les gens se disputent pour savoir s'ils doivent rester ou partir. D'autres insectes recouvrent les seules zones claires du ciel jusqu'à ce que le soleil disparaisse. Les gens se divisent en 2 groupes, ceux qui veulent partir pour prendre le bus et ceux qui veulent rester. Les employés connaissent un chemin de traverse qui peut rapidement mener à l'autoroute. Le seul problème est que cela prendra environ 20 minutes à pied, car il n'y a plus de voitures en état de marche. Le chemin est délicat. D'abord, il faudra s'échapper par l'entrée principale et se diriger vers la forêt, derrière les bennes à ordures. Là-bas, il faudra entrer dans un bâtiment, puis descendre dans les égouts, ce qui mènera au lac à côté de l'autoroute. Le premier groupe décide de partir. Il prépare des provisions en vue de l'évasion. Chaque seconde, de nouveaux moustiques arrivent, obscurcissant le ciel. Les gens s'équipent de tout ce qu'ils peuvent trouver pour se protéger. Les moustiques sont attirés par le dioxyde de carbone que les gens expirent et ils savent qu'il y a une source provenant du magasin. Une fois que tout le monde est prêt, les membres de l'expédition prennent des torches de fortune et les allument. Ils ajoutent un peu d'alcool à brûler pour entretenir le feu. Tu fais partie du groupe qui prévoit de s'échapper. Les portes s'ouvrent et tout le monde s'enfuit derrière la benne à ordures. De nombreux moustiques tentent de vous attaquer, mais la fumée du feu les repousse. Chaque seconde, de nouveaux moustiques envahissent le ciel et les environs. De nombreuses personnes finissent par rentrer en courant dans le magasin, car elles n'ont pas pu passer la benne à ordures pour atteindre l'autre bâtiment. Finalement, le reste du groupe, toi y compris, courait vers le bâtiment, mais il est verrouillé et personne ne peut enfoncer la porte. Le plan B consiste à casser une fenêtre et à ramper à l'intérieur. Tu attrapes une pierre et brises la fenêtre la plus proche. Le seul problème est que les moustiques peuvent vous suivre à l'intérieur. Alors, sans aucune autre option, vous courez jusqu'au sous-sol du bâtiment pour trouver l'entrée des égouts. Ouf, tu l'as trouvé et tout le monde descend. Pas de moustiques en vue, seulement des rats. Vous vous enfoncez dans l'eau des égouts jusqu'aux genoux, mais vous devriez atteindre la rivière en quelques minutes. Le problème, c'est que l'égout ne mène pas vers le lac, mais quelque part au fond des canalisations. Vous le suivez quand même jusqu'à ce que vous voyez ce qui ressemble à une sortie. Vous sortez donc et vous vous retrouvez près d'un collecteur où toutes les eaux rejetées mènent à côté du marais. Le seul problème est que vous n'êtes plus à côté de l'autoroute et que le temps presse. De nouveaux moustiques envahissent les airs, mais ils ne prennent pas vraiment la peine de s'intéresser à vous. Tu remarques des créatures de la taille de chat qui flottent sur l'eau. Ce sont des bébés moustiques ou des larves et ils viennent vers vous. Toi et tous les autres nagez pour sauver votre vie jusqu'à la rive. Le moustique géant Alpha s'envole dans les airs et plonge en piqué pour essayer d'attraper quelqu'un, mais il le rate. Tout le monde arrive à l'épaisse zone marécageuse où aucun moustique géant ne peut pénétrer. Vous vous couvrez de branches pour vous protéger. Il reste 15 minutes avant l'arrivée du bus blindé. Puisque les moustiques ne peuvent pas entrer, ce sera le meilleur endroit pour se cacher en attendant. L'obscurité tombe et toujours pas de bus. Cela fait 3 heures et rien.
Les moustiques bourdonnent toujours, et tout le monde se sent mal à l'aise sous les buissons épais. Au bout d'un moment, vous entendez un moteur et voyez des lumières clignoter sur l'autoroute. Tout le monde se lève et court vers le bus. Mais tu les arrêtes pour ne pas attirer l'attention des moustiques. Tu te portes volontaire pour te faufiler et arrêter le bus. Puis tous les autres pourront suivre sans trop attirer l'attention. Tu déplaces quelques branches, enjambes quelques écorces d'arbres et rampes jusqu'à l'autoroute. Tu essayes de retenir ta respiration pour ne pas faire trop de bruit. Tu atteins le bord de la route et agites les bras pour arrêter le bus. Il s'arrête et la porte s'ouvre. Tu fais signe au reste des gens de venir et ils te rejoignent. Tout le monde est à l'intérieur et en sécurité. Quelques moustiques vous remarquent et commencent à picorer le bus. Mais le blindage est solide. Le bus part à la recherche d'autres personnes le long de la route. Et soudain, un véritable colosse atterrit devant lui. Le bus s'arrête et tu vois un moustique de la taille d'un Boeing 747. Il te regarde droit dans les yeux. Il se prépare à attaquer, mais le bus accélère sous ses pattes et repart. Le moustique s'envole et essaye de rattraper le bus. Mais vous entrez dans un tunnel qui mène à l'autre côté de la montagne. Après quelques minutes, vous arrivez dans une zone ouverte, sans arbres ni bâtiments. Le bus accélère tout en esquivant les obstacles sur son passage, sur son chemin. Enfin, tu remarques que vous êtes près du supermarché où vous vous étiez réfugié. Le bus ouvre la porte pour que toutes les personnes à l'intérieur soient emmenées dans une zone sûre. Des volontaires expliquent que le monde entier est envahi par ces créatures géantes. Au passage, tu vois un moustique hybride qui a 2 têtes et une queue de scorpion. Il est aussi grand que la statue de la liberté et il est prêt à attaquer. Ce qui provoque la croissance anormale de ces moustiques les transforme aussi en hybrides et en mutants. La journée avait pourtant si bien commencé. Tu décides de sortir pour un jogging matinal pour la première fois de ta vie. Tu mets tes écouteurs et tu te prépares à quelque chose de dur et de désagréable. Mais dès que tu sors, tu ressens une extraordinaire légèreté. Au début, tu en profites et tu accélères le pas. Mais ensuite, tu réalises que quelque chose ne va pas. Tu cours trop vite et trop facilement. Tu as l'impression que tu viens de retirer un lourd sac à dos que tu transportais depuis toujours. Tu es si rapide que tu as l'impression d'avoir désormais un super pouvoir. Mais tu remarques qu'un autre athlète court aussi vite que toi. Tu vois une flaque d'eau devant toi et tu sautes par-dessus. Ton saut va si loin et si haut qu'il te semble physiquement impossible. Tu retombes sur le sol, choqué. Puis tu remarques que tu n'as aucune égratignure sur le corps et que le sol semble plus souple. Tu arrêtes la musique dans tes écouteurs et tu allumes la radio. Tous les bulletins d'information disent que la gravité sur la planète entière a diminué de moitié. C'est grâce à la gravité que nous restons sur le sol et que nous ne nous envolons pas dans le ciel. Cette force permet à notre planète de tourner autour du Soleil et à la Lune de tourner autour de nous. Les choses lourdes semblent lourdes à cause de la gravité. Et maintenant, quelque chose est arrivé au noyau de la Terre. Et la masse de la Terre a diminué. C'est la raison pour laquelle la gravité a changé. Les gens sortent avec joie de chez eux en courant et sautent 2 fois plus haut et plus loin qu'avant. Tous les objets te semblent 2 fois plus légers. Ton corps est devenu moins lourd et tu peux facilement te tenir sur tes mains. Mais tu n'as toujours pas l'impression d'être un super-héros. Tu ne peux pas soulever une voiture, même si son poids a diminué de moitié. Maintenant, le parcours est plus facile à réaliser pour tout le monde. Le poids de ton corps a diminué, ce qui signifie que tu subis moins de dommages lorsque tu tombes. Cependant, la panique remplace rapidement la joie de ces nouvelles conditions. Il est devenu difficile pour toi de respirer, comme pour toutes les autres personnes. L'air est devenu plus léger. La force de gravité actualisée a réduit la pression de l'air de moitié. Maintenant, tu as l'impression de te trouver à 5000 mètres d'altitude dans les rues d'une ville ordinaire. C'est comme si tu te trouvais à mi-chemin du sommet du mont Everest. L'air n'est plus aussi dense et l'essentiel s'est déposé dans l'atmosphère. Au début, tout le monde est pris de vertige et de panique. Tu as l'impression qu'il n'y a pas assez d'air dans tes poumons, alors tu deviens nerveux. Pour résoudre ce problème, il faut apprendre à respirer lentement et régulièrement. Ainsi, tu te calmes un peu. Les autres apprennent également à être plus tranquilles et ne vivent plus dans la précipitation. Vous êtes tous moins stressés et profitez de chaque jour. Ensuite, les scientifiques créent des masques à oxygène uniques. Il suffit de le mettre, de respirer et un filtre spécial exerce une pression sur les molécules d'oxygène, rendant l'air plus dense. Après quelques décennies, les gens enlèveront ces masques car ils finiront par être habitués aux nouvelles conditions. De nouvelles générations vont naître avec des poumons adaptés.
L'atmosphère de la Terre est en expansion. On dirait que le ciel s'est élevé et a pris une teinte sombre. Les satellites qui tournent autour de la Terre sont maintenant dans notre atmosphère. Mais la gravité de la Terre les attire toujours. Vous voyez des milliers de satellites brûlés. Certains débris spatiaux survivent aux boucliers atmosphériques et atterrissent au sol. Une douche de météorites commence. Les déchets de l'espace s'écrasent sur les maisons, les routes, les arbres et les voitures. Tu décides avec le reste de la population d'attendre la fin de la tempête en sous-sol dans le métro ou les caves. Heureusement, la pluie ne dure pas longtemps. Les gens sortent de leur cachette et regardent le ciel avec surprise. La lune change de position et s'envole lentement. Bientôt, elle disparaît complètement. Notre planète ressemble maintenant à une boule pesante au centre d'une énorme couverture. Cette couverture représente la gravité. Elle se plie sous le poids de la boule. Si tu poses un objet léger sur la couverture, il roulera vers la Terre. Mais si cet objet se déplace à grande vitesse, il sera capable de tourner sur le bord de la couverture et ne tombera pas au centre. Grâce à cette vitesse, la Lune ne risque pas de nous tomber dessus, mais en même temps, elle ne peut pas s'envoler. Maintenant que la force de gravité a baissé, la couverture est devenue 2 fois plus lâche. La vitesse de rotation permet à la Lune de s'envoler hors de notre champ gravitationnel. Elle va simplement dans l'espace. Les gens seront en mesure d'observer la Lune errante pendant longtemps à travers des télescopes. Des météorites risqueraient de s'écraser sur elle. Elle pourrait également trouver une autre planète avec une gravité plus forte et tournerait autour de ce nouveau foyer. La Lune peut rester en place, mais elle gravitera autour de la Terre à une vitesse plus lente. Dans tous les cas, il n'y aura plus de marée sur notre planète et le niveau de la mer restera le même. En mer, tu peux aussi sentir les changements. Il est beaucoup plus facile pour toi de rester dans l'eau et tu peux nager plus vite. Mais le plus cool, c'est de courir le long du rivage. Les éclaboussures flottent dans différentes directions, si lentement et si joliment. Les vagues courent sur le sable au ralenti, elles aussi. Le poids des voitures, des avions et des bateaux a diminué et les gens consomment donc moins d'essence maintenant. On peut parcourir 2 fois plus de distance avec un réservoir plein. Le transport de carburant est plus facile et on dépense moins d'énergie pour les vols. L'essence devient moins chère. La diminution de la gravité inspire le développement du tourisme spatial. Il devient beaucoup plus facile pour les gens de s'envoler hors de l'orbite de la Terre. L'hiver arrive. Tu marches dans la rue pendant une chute de neige. Tu as l'impression que les flocons sont coincés dans l'air tellement ils sont lents. Tu marches sur la glace et tu réalises qu'il est presque impossible d'avancer sur une surface aussi glissante. Ton poids a diminué et la pression de tes pieds sur la glace est 2 fois plus faible. Tu glisses et tu ne peux pas t'arrêter. Tu tombes souvent mais tu ne ressens aucune douleur. Lorsque le vent est fort, il est difficile de rester sur ses pieds. Si tu sautes, tu peux même t'envoler. L'adhérence des roues sur la chaussée se détériore. Le conducteur ne peut plus freiner brusquement. Les pneus ne patinent pas mais la voiture continue de glisser pendant un certain temps. C'est pourquoi de nouvelles limitations de vitesse sont introduites dans le monde entier. Tu peux encore profiter d'une force extraordinaire et de longs sauts, mais après quelques générations, le corps humain évoluera et s'adaptera complètement à ces conditions. Les hommes et les animaux naîtront plus grands et plus corpulents. Des tigres majestueux de la taille d'un camion se promènent dans les rues de la ville. Des flamants roses de la taille d'un avion volent dans le ciel bleu foncé. Mais le pire, c'est que la taille des insectes a également augmenté. Un cafard ordinaire peut maintenant atteindre la taille d'une souris d'ordinateur. Et les tarentules deviennent 2 fois plus grosses qu'une pomme de main adulte. En même temps, tous les êtres vivants deviennent plus légers. Les humains deviendront des créatures élégantes et agiles. Nos os et nos muscles vont s'étirer. La structure de l'ensemble du corps humain va changer. Nous deviendrons plus minces et plus souples. Le sang circulera plus lentement dans les veines et les vaisseaux, ce qui nuira considérablement au travail du cerveau. Mais seulement au début. À l'avenir, le corps se développera. Le cerveau augmentera ainsi que le nombre de connexions neuronales à l'intérieur. Les poumons deviendront plus sensibles et plus spacieux. Les gens seront plus intelligents et plus sages. Tous les appareils et matériaux seront développés en fonction des nouvelles conditions. Une tasse, un crayon, une assiette, des téléphones et autres gadgets, tout deviendra plus léger et plus fragile. Si une personne ordinaire arrivait dans un tel monde, elle se sentirait comme un super-héros. Tu pourrais frapper à travers des portes et des murs légers et casser des briques avec ta main. Les nouveaux humains ne pourraient pas égaler ta puissance, mais tu leur sembleras trop petit et maladroit.
Vous avez décidé de faire de la plongée sous-marine pour la première fois. L'eau est claire et le soleil illumine le fond marin. Vous prenez quelques selfies avec les poissons qui passent, quand soudain, l'océan devient sombre comme la nuit. Vous levez les yeux et... Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet énorme animal? Ce n'est certainement pas un requin, pas plus qu'une baleine. Est-ce une tortue? Oui, mais n'ayez pas peur, elle ne va pas vous faire de mal. Si vous aviez vécu sur cette même terre il y a environ 72 millions d'années, alors peut-être que cela aurait pu vraiment vous arriver. Les scientifiques ont récemment découvert les fossiles d'une énorme tortue marine qui aurait pu atteindre jusqu'à 4 mètres de longueur. Si vous n'avez aucune idée de ce que cela représente, voyons quelques exemples. C'est la longueur moyenne d'un hippopotame, de 6 Golden Retrievers mis bout à bout, ou de 2 Michael Jordans empilés l'un sur l'autre. Le nom scientifique de cette tortue, la Leviathanochelisa enigmatica, est un hommage au monstre marin de légende connu sous le nom de Léviathan. Peut-être vous en souvenez-vous de vos cours de mythologie à l'école. Le Léviathan est censé être une créature mythique qui avalerait des navires entiers ou les marins considérés comme trop avides par la créature. Pouvez-vous imaginer être avalé par cette énorme tortue de mer? Moi, je passe mon tour. Les fossiles de cette gigantesque créature ont commencé à être excavés entre 2016 et 2021 dans le nord-est de l'Espagne. Le premier fossile a été localisé par un randonneur dans les Pyrénées espagnoles et il mesurait environ 20 cm de long. Le bassin de cette tortue mesurait à lui seul près de 90 cm. Il s'agirait très certainement de l'une des plus grosses tortues aujourd'hui, si elle ne s'était pas éteinte. Pour information, la plus grande tortue de mer vivante à l'heure actuelle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de long, ce qui est déjà pas mal. Et maintenant, que diriez-vous d'un gigantesque scorpion préhistorique? Je parie que la plupart des gens ici ne sont pas de grands fans de ces créatures, d'autant qu'elles sont venimeuses. C'est pourquoi l'idée d'un scorpion aquatique mesurant près de 3 mètres de long pourrait être le cauchemar de certains. Disons simplement que s'ils n'avaient pas disparu il y a environ 400 millions d'années, les lacs et les rivières seraient des endroits beaucoup moins bucoliques pour les humains d'aujourd'hui. Ces gigantesques arachnides passèrent pour des prédateurs de premier ordre à leur époque, chassant tout, des poissons aux autres animaux, y compris de leur propre espèce. Aïe, j'ai la chair de poule rien que d'imaginer ces monstres. Devrions-nous remercier l'astéroïde qui a frappé notre planète dès maintenant ou plus tard dans la vidéo? Un autre animal préhistorique qui stupéfierait les humains s'il était encore vivant est le célèbre Megatherium, un paresseux de proportions gigantesques. On pense que cet énorme paresseux aurait pu atteindre jusqu'à 6 mètres de long, pour un poids de près de 300 kilos. Ces restes sont été retrouvés dans les forêts de las prairies d'Amérique du Sud. La créature avait pour habitude de se tenir sur ses deux pattes afin d'atteindre les feuilles des plus hautes branches. Ces paresseux géants avaient de longues griffes. Elles les aidaient à grimper aux arbres. Je dois bien admettre, je ne me pas très à l'aise en imaginant ces paresseux de la taille d'un éléphant grimper aux arbres. Oh, bien sûr, certains dinosaures feront partie de notre liste de créatures surdimensionnées. Mais avant cela, voici un fait amusant. Saviez-vous que certains dinosaures sont toujours vivants aujourd'hui? Les chercheurs ont déterminé que les oiseaux pouvaient être classés comme des théropodes. Des créatures redoutables telles que le tyrannosaure et le vélociraptor appartenaient à ce groupe. Je suis sûr que vous avez entendu ces noms bien plus tôt si vous avez regardé Jurassic Park. Le vélociraptor est ce dinosaure effrayant qui s'introduit dans les cuisines. Eh bien, ils ont évolué, ont gagné quelques plumes et se sont transformés en diverses espèces d'oiseaux que nous connaissons aujourd'hui. Cela signifie que n'importe quel oiseau, du dindon à la mésange, est un descendant direct des dinosaures. Maintenant, est-ce que le nom de Spinosaurus vous dit quelque chose? Vous pouvez admirer cet énorme dinosaure dans certains musées aujourd'hui, ses fossiles, je veux dire. Le Spinosaurus était l'un des plus grands prédateurs terrestres à avoir foulé la Terre, ou plutôt, à avoir foulé la Terre et ses eaux, car les chercheurs pensent que ce dino était semi-aquatique. Il se nourrissait principalement de viande, ce qui signifie que les humains seraient des proies naturelles s'ils vivaient encore aujourd'hui. Ce dinosaure carnivore a vécu il y a environ 90 à 100 millions d'années. Il mesurait environ 18 mètres de long, 4 mètres de haut et pesait jusqu'à 22 tonnes.
Sa tête avait une taille comparable à celle d'environ 8 boules de bowling et avait la forme de la gueule d'un crocodile. En gros, le Spinosaurus était un grand éléphant d'Afrique avec une bouille de croco. Je plaisante, mais ça aurait l'air marrant, n'est-ce pas? Un dinosaure bien plus attrayant était celui-ci, le Patagotitan majorum. Il est considéré comme le plus grand dinosaure qui ait jamais vécu sur notre planète. Ce qui le rendait si grand, c'était son cou extrêmement long et sa queue démesurée. Vous ne voudriez pas vous tenir derrière cette créature, croyez-moi. Si elle décidait de faire un mouvement brusque avec sa queue, vous seriez catapulté au loin. Ce dinosaure a vécu il y a environ 100 millions d'années, et ses fossiles ont été découverts pour la première fois en Argentine autour de 2012. Il mesurait 36 mètres de la tête à la queue, ce qui fait qu'il était presque aussi grand qu'un terrain de football dans sa largeur. Et ai-je mentionné qu'il pesait presque autant qu'une navette spatiale? On parle quand même de 75 tonnes. S'il avait été carnivore, il aurait probablement été le plus grand des prédateurs. Mais ce gros bonhomme était un paisible herbivore, qui avait un cou si long qu'il pouvait mâchouiller les feuilles des arbres les plus hauts. Mignon, n'est-ce pas? Il nous faut aussi parler du Chastasaurus. Comme son nom le suggère, ce lézard peuplait autrefois la région du mont Shasta, en Californie. Même s'il s'agissait d'un reptile marin qui n'a probablement jamais mis les pieds sur la montagne elle-même. Ce dino mesurait en général 7 mètres de long, mais il existait une variété spécifique de cette espèce qui pouvait atteindre jusqu'à 21 mètres, soit la taille de la grande baleine bleue. Ce qui fait de lui le plus grand reptile marin à avoir jamais vécu. Un fait amusant à propos du Chastasaurus est que les scientifiques pensent qu'il n'avait pas de dents, ce qui signifie qu'il ne pouvait se nourrir que de proies à corps mou, comme les calamars, par exemple. Le prochain animal sur notre liste est justement la baleine bleue. Croyez-le ou non, le plus grand animal vivant sur Terre a en fait commencé petit. De nos jours, une baleine bleue adulte moyenne peut atteindre jusqu'à 30 mètres de long et peser jusqu'à 200 tonnes. C'est plus ou moins le poids de 40 éléphants réunis, ou de 30 tyrannosaures, ou de 250 personnes de taille moyenne. Les baleines bleues doivent consommer jusqu'à 500 millions de calories par jour pour alimenter ce corps. Juste pour information, c'est l'équivalent de 30 000 Big Mac. Mais les baleines bleues n'ont pas toujours été aussi grandes. Elles ont en fait évolué à partir d'un mammifère à 4 pattes qui arpentait la Terre il y a environ 48 millions d'années. Leur ancêtre s'appelait Pachycetus et ne mesurait que 2 mètres de long. Voici un autre fait amusant. Pour pouvoir vivre dans l'eau comme elle le fait aujourd'hui, la baleine bleue a dû fournir un intense effort d'adaptation. La baleine bleue peut renouveler entre 80 et 90% de l'oxygène dans ses poumons à chaque fois qu'elle respire. En comparaison, un humain n'en renouvelle que jusqu'à 15%. Cela permet à ces créatures de plonger jusqu'à 1 heure entière et d'atteindre une profondeur stupéfiante de 100 mètres. Les éléphants étaient destinés à faire partie de cette liste. Les éléphants d'Afrique sont actuellement les plus grands animaux terrestres de notre planète. Ils peuvent atteindre environ 4 mètres de haut et peser jusqu'à 7 tonnes. C'est assez petit si on les compare à d'autres animaux qui ont autrefois vécu sur Terre, n'est-ce pas? Mais si on place un humain d'environ 1,80 m à côté d'un éléphant, on voit bien qu'il n'est pas si petit que ça. Les éléphants d'Afrique sont plus grands que leurs proches parents, les éléphants d'Asie. Et ils ont une espérance de vie similaire à celle des humains, jusqu'à 70 ans. Pokémon nous a peut-être tous fait un jour souhaiter que les salamandres soient de véritables dragons. Bien que ce ne soit pas le cas, elles peuvent quand même être fascinantes. Il existe une espèce géante de salamandre, qui est connue pour être le plus grand amphibien vivant. Elles peuvent atteindre la taille d'un humain de taille moyenne, soit 1,80 m. Je doute que ce soit une rencontre sous-marine très agréable. On s'est posé sur la Lune, nous avons navigué autour du monde, Roméo a aimé Juliette, on en a fait des choses. Il est difficile d'imaginer qu'il y a des créatures qui ont vu tout cela arriver. Et oui, des animaux immortels. Enfin, presque. Les éponges de verre sont d'étranges petites créatures qui restent au même endroit pendant des milliers d'années. Cachées dans leur endroit préféré sous la mer, elles ont vu les premiers Européens arriver en Amérique. Elles peuvent vivre jusqu'à 15 000 ans.
Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'elles peuvent contrôler leur processus de vieillissement, l'accélérer ou le ralentir. Pour se protéger, elles disposent d'un exosquelette en verre. Les homards peuvent récupérer un membre s'ils le perdent, et ils sont pratiquement immortels. Ils produisent un nombre illimité d'enzymes qui gardent leur ADN éternellement jeune. Et ils continuent constamment à grandir. Cela signifie qu'ils débordent de leur propre carapace. Ils doivent donc se débarrasser de leur exosquelette de temps en temps et passer à un autre plus gros. Le plus gros homard jamais pêché faisait 20 kg. C'était au large des côtes de la Nouvelle-Écosse. Les scientifiques pensent que ce gros homard avait environ 100 ans. Il était donc là quand Edison a inventé le phonographe. La créature suivante est un mélange entre une méduse et une branche d'arbre. Chaque extrémité de l'hydre a un pied annelé et elle passe ses journées à se rafraîchir au bord des lacs et des rivières. Ses tentacules s'agrippent aux savoureux snacks qui passent devant elle. Quel est donc le secret de son immortalité? C'est une question à laquelle tout le monde aimerait connaître la réponse. L'hydre a la capacité de renouveler ses cellules souches. Les scientifiques essaient de faire comme elle depuis des années. Elles peuvent réellement ralentir leur processus de vieillissement. Ces petites créatures marines sont des oursins rouges géants. Ils se reposent sur des algues dans les eaux peu profondes et sont immortels. Eh bien, nous ne les avons pas étudiés assez longtemps pour être absolument sûrs. Mais les scientifiques affirment qu'ils ne grandissent qu'en taille, pas en âge. Quoi? Ils restent comme des petits oursins, mais grossissent en taille. Adultes bébés oursins? Ok, ces bébés rouges peuvent vivre environ 100 ans, voire 200. Le plus lent de la liste, la tortue géante. Elle peut vivre jusqu'à 200 ans, et l'une des plus anciennes s'appelle Jonathan. C'est techniquement le plus vieil animal terrestre rampant. Il est né en 1832 et vit sur une île isolée appelée Sainte-Hélène. Jonathan a vraiment vécu beaucoup de choses. Il a vu la construction du tout premier gratte-ciel américain, la Tour Eiffel. Oh oui, il a aussi vécu tous les championnats du monde depuis l'âge de 71 ans. Il ne voit pas très bien et il a perdu son odorat, mais il est toujours aussi fort. Retour aux océans et aux requins du Groenland. Il est connu pour être le plus long vertébré vivant. Il peut vivre plus de 400 ans. Pour nager aussi longtemps dans l'océan profond, sombre et froid, ces requins doivent être très robustes. Ils sont capables de résister à une pression d'eau insensée. Les requins sont aujourd'hui l'une des seules créatures qui n'ont pas trop été affectées par l'évolution. De nombreux requins existent depuis les dinosaures et n'ont pas beaucoup changé depuis. Les scientifiques ont découvert qu'ils grandissent d'environ 1 cm par an. Donc, avec un peu de calcul rapide, ils peuvent facilement découvrir l'âge de ces requins coriaces. Imagine un requin plus vieux que les États-Unis. La créature suivante est probablement la plus pérenne, la plus indestructible et la plus mignonne de la liste. On l'appelle un tardigrade, mais les scientifiques l'ont surnommé l'ours des eaux, car disons qu'il y ressemble pas mal, mais il n'a pas exactement la taille d'un ours. Il a 8 pattes et des mains avec un étrange petit nez, et ces étranges créatures microscopiques sont indestructibles. Ils sont connus pour vivre dans les endroits les plus extrêmes de la planète. Ils sont parfaitement adaptés à des températures allant de 300 à moins 330 degrés Celsius. Les volcans, les nuits glaciales du désert, ils peuvent même supporter des radiations et des pressions massives dans les parties les plus profondes de l'océan. Ils peuvent même survivre dans le vide de l'espace, sans combinaison spatiale minuscule ou quoi que ce soit. Ce serait pourtant trop mignon. Jusqu'à présent, ils ont survécu 10 jours à l'extérieur d'un vaisseau spatial. Mais ils pourraient probablement résister encore plus. Les tardigrades pourraient être capables de survivre aux humains s'il y avait une sorte de catastrophe mondiale. Des organismes microscopiques en charge de la planète. Je me demande à quoi cela ressemblerait. Que ce soit tous les volcans en éruption en même temps, ou une autre période glaciaire, ou même un autre astéroïde fâcheux, les tardigrades ne s'en rendraient probablement même pas compte. Les scientifiques les étudient pour voir s'ils peuvent nous aider en nous apprenant l'existence d'une sorte de biotechnologie supérieure. Juste pour s'amuser, voici l'éphémère. Ce pauvre petit insecte ne dépasse même pas les 24 heures de vie en moyenne. Les femelles et les mâles peuvent atteindre l'incroyable âge de 2 jours. Mieux vaut profiter de l'instant présent, hein? Ces petites mouches se développent en essaim et sont connues pour avoir l'une des plus courtes durées de vie de toutes les créatures. Mais en tant qu'espèce, eh bien elles existent depuis des centaines de millions d'années.
Les méduses ont découvert la fontaine de jouvence, et surprise, surprise, elle était là depuis le début. Ce n'est pas une façon de parler, non, littéralement, la solution est en elles. Les méduses sont capables d'inverser leur processus de vieillissement quand elles le veulent. Supposons que tu nages tranquillement dans l'océan, et puis que tu te dises soudain « Tiens, j'aimerais bien avoir 8 ans à nouveau ». Et pouf, ça y est. Au fait, qui voudrait avoir à nouveau 8 ans ici ? C'est ainsi que les méduses restent jeunes et vivent sans stress. Ces créatures sans cervelle et sans os peuvent revenir en arrière quand elles le veulent, tant que personne ne les dérange. Elles sont super froides, elles flottent dans toutes les directions du courant, elles se laissent porter par la vie, quoi. Cette créature ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais on peut dire qu'elle a des caractéristiques extraterrestres. Le géant Veta est plus gros qu'une souris et est considéré comme l'un des plus gros insectes qui existent. On trouve ces grosses bêtes en Nouvelle-Zélande. Alors que les méduses peuvent inverser leur processus de vieillissement, certains membres de la famille Veta peuvent carrément revenir à la vie. Voilà ce qu'on appelle des super pouvoirs. S'ils sont complètement congelés, ils commencent à fabriquer des protéines spéciales qui empêchent leurs organes de se détériorer. Après un certain temps, ils peuvent être décongelés et ressuscités, comme si rien ne s'était passé. Fait amusant, le Veta géant a des oreilles sur les genoux de ses pattes avant. Et parce qu'elle peut ressusciter, on l'appelle aussi l'insecte zombie. C'est flippant. Les planaires sont des vers plats qui sont uniques, en plus d'être pratiquement immortels. Ce sont de véritables machines à régénérer les parties du corps perdues. Si tu prends l'un d'eux et que tu divises son corps en 10 parties, tu obtiendras 10 nouveaux planaires. Si tu continues à les diviser, ils vont continuer à se multiplier, même s'ils font généralement moins d'1 centimètre de long. Imagine si nous pouvions trouver un moyen de faire cela. Est-ce que ce serait un moyen pour nous de vivre éternellement ? Ou alors on se retrouverait dans un monde totalement fou avec des copies de tout le monde alentour. Que dirais-tu de l'équipe de relais la plus rapide du monde, 4 Usain Bolt identiques ? Les palourdes existent depuis très longtemps. Les scientifiques ont découvert qu'elles peuvent vivre jusqu'à 400 ans. Ce sont ces petites créatures à coquilles qui créent ces petites perles brillantes si appréciées de tous. Une palourde se met en mode action lorsqu'un parasite s'introduit à l'intérieur. La palourde essaie de couvrir le parasite avec un tas de produits chimiques spéciaux, les mêmes que ceux qu'elle utilise pour fabriquer l'intérieur de sa coquille. C'est là que la magie commence à opérer. Quand ces produits chimiques durcissent, ils forment une perle brillante et éclatante. Plus il y a de produits chimiques, plus la perle est grosse. Cette longue créature à l'aspect glissant vit dans les profondeurs des grottes d'Europe. Un holme peut vivre jusqu'à 100 ans. Il passe ses journées à chasser les petits insectes, les escargots et les crabes avec ses minuscules bras avant et son corps de serpent frétillant. Sa peau est si pâle que certains indigènes l'appellent même le poisson humain. Hé, attends un peu. L'holme est presque aveugle, mais il peut toujours détecter la lumière, il le fait surtout à travers sa peau. Comme les autres animaux aveugles, il a un sens de l'ouïe et de l'odorat très développé. Il tire son apparence particulière de ses petites branchies rouges autour de son cou. Voici le moustique du métro de Londres. Hank Marvin, ravi de vous rencontrer. Pour rencontrer ce petit être bourdonnant dans la réalité, tu dois te rendre à Londres et descendre dans le métro. Ça grouille par ici, hein ? Car parmi les 3000 espèces de moustiques dans le monde, tu ne trouveras ce type que dans le métro de Londres. Il ne bourdonne pas en surface près des stations, mais dans le réseau. Ce moustique est l'un de ces rares cas où une espèce unique évolue dans un endroit bien particulier. Le réseau a été construit dans les années 1860. Tu noteras que c'est le plus vieux métro du monde, et tous les moustiques qui s'y trouvaient ont été coupés du reste de la planète. À l'exception des entrées et des sorties des stations, le réseau du métro est un environnement assez fermé. Les moustiques ont été piégés et ont évolué à cet endroit précis. Et si les moustiques en général te dérangent, souviens-toi que l'espèce du métro de Londres est encore plus agressive que les autres. Alors que les moustiques qui vivent à la surface de la Terre se nourrissent principalement d'oiseaux et te piquent lorsqu'ils en ont la rare occasion, celui-ci aime vraiment s'attaquer aux gens. En effet, il s'est contenté des repas dont il disposait, non pas des oiseaux, mais des mammifères, c'est-à-dire des rats et des humains. Il est également unique du fait qu'il n'a pas besoin de sang pour pondre ses œufs, contrairement aux autres moustiques, et qu'il n'hiberne pas en hiver. Attends-toi donc à devoir les écraser toute l'année. C'est aussi le résultat de leur isolement dans ce système de tunnels souterrains. Il n'y a aucun changement de température saisonnier notable là-bas en bas.
Ce genre londonien est si unique qu'il ne peut même pas se reproduire avec d'autres types de moustiques. Mais attention, cette espèce peut se déplacer. Des infestations de populations de moustiques particulièrement piquants sont apparues dans les réseaux du métro et les égouts du monde entier, de Melbourne à New York. Alors traversons les temps et allons découvrir un autre insecte qui ne vit que dans la grande ville. Sur plus d'1 milliard de fourmis courant dans les rues de Manhattan, les scientifiques ont repéré une variété unique brun-rouge. Cela fait environ 120 fourmis pour chaque habitant de New York. Ces insectes ne correspondent à aucune des 13 000 espèces de fourmis connues de la science. Elles sont uniques et ne vivent à Manhattan qu'entre la 63e et la 76e rue. Les scientifiques ne savent pas depuis combien de temps ces fourmis de Manhattan ont évolué dans leur isolement. Elles sont arrivées aux États-Unis sur des bateaux de transport en provenance d'Europe et ont été coupées du reste de l'infrastructure de la ville. Une chose est sûre, l'espèce se nourrit de produits de fast-food, en particulier de sirop de maïs. Grâce à son régime riche en carbone, elles ont pu s'adapter parfaitement au climat sec et chaud de la jungle de béton. Les fourmis et les moustiques ont tous deux côtoyé les dinosaures. Mais ne t'emballe pas trop à l'idée de cloner un T-Rex en prélevant du sang sur un moustique fossilisé. Non, nous laisserons ce mythe aux intrigues d'Hollywood. L'ADN est une molécule incroyablement fragile. Il se décompose rapidement, il faudrait donc un échantillon relativement frais d'un dino récemment disparu. Il est vraiment peu probable que l'on puisse ramener les dinosaures à la vie. Mais ce n'est pas nécessaire, les dinosaures vivent parmi nous aujourd'hui. Tout le monde pense qu'un astéroïde a anéanti tous les dinos il y a 65 millions d'années. Mais ce n'est pas le cas. Certains ont survécu et ont évolué pour devenir des créatures que tu vois tous les jours. Les oiseaux. En effet, le plus proche parent vivant du puissant T-Rex est le poulet. Les tarentules à l'état sauvage gardent de petites grenouilles comme animaux de compagnie. Elles ne les nourrissent pas et ne les emmènent pas en promenade, mais elles les laissent traîner dans le coin. C'est une relation gagnant-gagnant. La grenouille obtient un gros garde du corps poilu contre les choses qui veulent la manger, et la tarentule, elle, gagne un protecteur pour son nid. Ces minuscules grenouilles se nourrissent des fourmis qui essaient de manger les œufs de l'araignée. Il n'y a pas de frontière distincte entre la fin de notre atmosphère et le début de l'espace. Plus on monte et plus on s'éloigne de la surface, plus l'air devient fin. À un moment donné, il perd suffisamment de densité pour que les ailes des avions ne fonctionnent plus. C'est à environ 96 km d'altitude que les scientifiques ont décidé que l'espace commençait officiellement. Oui, le cosmos n'est qu'à 1 heure de route. Les photorécepteurs de tes yeux sont si sensibles qu'ils peuvent projeter une image alors qu'elle n'est même pas là. As-tu déjà fixé une lumière vive, déplacé tes yeux vers autre chose dans la pièce et continué de voir la forme de cette ampoule flotter devant tes yeux? Ce sont tes yeux qui continuent à envoyer des informations visuelles à ton cerveau. Un œil humain sain peut voir la lumière d'une bougie jusqu'à 50 km de distance. La fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond connu sur la planète, qui pourrait contenir le mont Everest avec de la place à revendre, ne descend que de 10 km. La limace de mer mange tellement d'algues que son corps absorbe une partie des cellules végétales, chloroplastes, qui lui permettent de réaliser la photosynthèse. En fait, cette limace de mer est mi-animale et mi-végétale. Lorsque tu rêves, les idées émanent de ces parties plus anciennes de l'esprit humain qui se réfèrent davantage à la mémoire génétique qu'à ta propre mémoire personnelle. Les smartphones et les voitures sont arrivés dans nos vies à une époque relativement récente, et nos cerveaux d'hommes des cavernes n'y sont pas suffisamment habitués. C'est pourquoi il est rare que tu vois de la technologie dans tes rêves. Ok, disons que tu es l'un des rares chanceux qui a utilisé un téléphone dans son rêve. Est-ce que tu as eu du mal à lire ou à écrire un texte ? C'est parce que les deux régions de ton cerveau qui t'aident à interpréter le langage sont en grande partie inactives quand tu dors. C'est une bonne astuce pour savoir que tu es dans un rêve. Tu ne seras pas capable de lire des mots ou de lire l'heure sur une horloge. Imagine que nous puissions enregistrer un trou noir en vidéo. Regarde-le aspirer et consommer toute matière qui s'approche trop près, même la lumière. Oh, la spaghettification! Maintenant, prends cet enregistrement et passe-le à l'envers. C'est ce que devrait être en théorie un trou blanc, l'homologue du trou noir qui repousse et crache de la matière. Si tu as vu des vidéos de baleines faisant surface, tu as dû remarquer qu'elles projettent de l'eau par leurs évents. Sauf qu'elles ne le font pas. Les baleines sont des mammifères comme toi et moi, elles respirent de l'air. C'est pourquoi elles remontent à la surface. Elles relâchent l'air qu'elles ont retenu dans leurs poumons et prennent de l'air frais. L'air chaud qui sort de l'évent entre en contact avec l'air froid qui l'entoure et forme des gouttelettes d'eau, donnant aux évents l'illusion d'être des fontaines. Tu peux déterminer le type d'une baleine en examinant son évent.
Si elle a 2 trous qui ressemblent à des narines, c'est un cétacé à fanon, le type avec des dents qui ressemblent plus à des poils de brosse à dents. Un seul évent signifie qu'il s'agit d'un cétacé à dents, ce qui inclut les dauphins et les orques. Le puissant mégalodon mesurait plus de la moitié de la longueur d'une baleine bleue, la plus grande créature ayant jamais vécu dans toute l'histoire de la Terre. Les scientifiques ont calculé par ordinateur la force de morsure d'un mégalodon et sont arrivés à quelque chose comme 18 tonnes par pouce carré. C'est plus de 10 fois plus fort que la morsure d'un grand requin blanc. Et assez pour broyer les os des baleines comme un raisin. Grâce à la régénération cellulaire, tu remplaces entièrement ta peau tous les mois, ton sang tous les 4 mois, ton foie tous les 500 jours, et tu te refais un squelette entier tous les 10 ans. Les scientifiques pensent que nous bâillons pour apporter plus d'oxygène au cerveau. Lorsque l'on s'ennuie ou que l'on est fatigué, on ne respire pas aussi profondément, ce qui affame un peu le cerveau. L'expansion des poumons et l'étirement des muscles qui les entourent contribuent également à réveiller le corps. Les cigales sont totalement uniques sur cette planète, car elles n'ont aucun ennemi naturel. Comme elles sortent de leurs abris souterrains tous les 13 ou 17 ans, aucun autre animal ne peut compter sur elles comme source alimentaire. Les scientifiques pensent que les premiers humains ont perdu leur fourrure pour ne pas avoir trop chaud pendant la chasse. Au lieu de cela, nous avons évolué pour stocker de la graisse afin de rester au chaud. Ce qui explique pourquoi ta tête est couverte de longs et épais cheveux. Il n'y a pas de graisse sur ton cuir chevelu. Une cuillère à café de matériaux d'étoiles à neutrons pèse 10 millions de tonnes. Cela reviendrait à écraser des millions de terres dans une boule de la taille de Manhattan. Si tu pouvais te tenir à la surface d'une étoile à neutrons, ton corps serait instantanément écrasé et étalé en une couche de l'épaisseur d'un atome. Oui, tu serais bidimensionnel comme dans un dessin animé. Écoute bien, 1 million de secondes, ça représente environ 11 jours. 1 billion de secondes, ça correspond à 30 ans. 1 milliard de pas te ferait faire 15 fois la course autour de l'équateur de la Terre. Si tu commençais à compter de 1 à 1 milliard maintenant, il te faudrait 95 ans pour finir. Ok, commençons. 1, 2... Ok. Une année de chien équivaut à 7 années humaines, n'est-ce pas? Non, c'est une idée reçue totalement fausse, bien que très répandue. Le vieillissement des chiens et des chats dépend de leur race, de leur taille et de leur âge. Par exemple, 1 an pour la plupart des chiens équivaut à environ 15 années humaines. Ce chiffre passe à 24 à l'âge de 2 ans et ralentit à environ 4 années humaines supplémentaires à chaque anniversaire. Le rythme s'accélère à nouveau après les 6 premières années, surtout pour les grandes races. La plupart des animaux ont une queue, alors pourquoi les humains n'en ont-ils pas? C'est parce que nous avons appris à marcher sur 2 jambes. Les queues aident à l'équilibre. Mais lorsque la masse de ton corps est verticale et que ta tête de 5 kg est posée sur le dessus, tu n'as pas besoin d'un autre appendice à l'autre extrémité pour équilibrer le tout. Si tu as déjà pris l'avion et que tu as l'impression que l'atterrissage a été accidentellement brutal, c'est probablement que cela a été fait exprès. Les ailes d'un avion produisent plus de portance lorsqu'elles sont proches du sol, ce qui a pour effet de pousser l'avion dans les airs. La meilleure façon d'éviter ce phénomène est d'effectuer un atterrissage ferme qui place les roues sur la piste dès que possible. Les atterrissages plus durs donnent également aux roues plus de traction sur les pistes pluvieuses ou enneigées. Si ton deuxième orteil est plus long que le gros, tu es assez spécial. Seule 1 personne sur 10 est atteinte de ce que l'on appelle l'orteil de Morton. Dans la Grèce antique, un pied avec un orteil de Morton était considéré comme un signe de beauté. D'ailleurs, la Statue de la Liberté est dotée de cette caractéristique. Contrairement à la croyance populaire, la langue n'est pas le muscle le plus fort de ton corps. Il s'agit du muscle de la mâchoire. De plus, la langue n'est pas vraiment un muscle. Il s'agit de 8 muscles tissés ensemble. De par sa structure, elle est très similaire au bras d'une pieuvre. Ce n'était pas une erreur, une pieuvre a des bras, pas des tentacules, et elles n'ont que 6 bras. Les 2 autres sont des jambes. Les bras ont des ventouses sur toute leur longueur. Les tentacules n'ont des ventouses qu'au bout, et c'est ce que les calamars ont en double. Si tu pouvais ouvrir ta tête et piquer le cerveau, tu ne sentirais rien. C'est peut-être la centrale du système nerveux, mais il ne contient pas de récepteurs sensoriels pour les stimuli de contact. Autrement dit, il ne ressent pas les coups de poing et les coups de bâton. Les sabots des chevaux et les cornes des rhinocéros sont faits de la même matière que tes cheveux et tes ongles, la kératine. Les cornes de rhinocéros se courbent vers l'arrière parce que la kératine pousse plus vite à l'avant qu'à l'arrière. L'un des conseils de survie les plus anciens consiste à fuir un crocodile en zigzag car il est difficile pour l'animal de se retourner rapidement et de te suivre. C'est un mythe total.
Il suffit de courir en ligne droite et aussi vite que possible. Inutile non plus de grimper à un arbre, les crocodiles peuvent aussi y monter. Ne pratique jamais tes talents de plongeur sur la comète 67P. Sa gravité est si faible que ton saut dépasserait sa vitesse de libération. C'est la vitesse minimale dont tu as besoin pour échapper à la gravité, comme les fusées qui décollent de la Terre. Sur cette comète, tu pourrais sauter et flotter dans l'espace. Il existe une espèce de vers de terre géants qui peuvent devenir aussi longs que ta jambe. Ils vivent spécifiquement dans les prairies palouses de l'Idaho et de Washington. Oh, et ces vers ginormaux sentent le lys. Les dinosaures avaient des puces qui faisaient la taille d'un cafard. Techniquement, ce n'étaient pas des puces, car elles ne pouvaient pas sauter haut comme les puces modernes. Mais elles pouvaient carrément mordre la peau des dinosaures. Si tu avales un chewing-gum, il ne reste pas dans ton estomac pendant 7 ans. C'est un mythe. Bien sûr, ta salive et l'acide gastrique ne peuvent pas le décomposer, mais les muscles de ton tube digestif le font avancer et il sort en un jour ou deux. Les moustiques peuvent parfaitement se nourrir de nectar de fleurs au lieu de ton sang. Seules les femelles piquent les humains, et elles le font parce qu'elles ont besoin d'une protéine présente dans le sang pour produire des œufs. La plus grande fleur du monde est aussi la plus puante, le lys cadavérique, dont la fleur fait environ 1 mètre de large et pèse près de 7 kg, sent la viande pourrie. Les requins sont les seuls poissons qui peuvent cligner des 2 yeux. Mais ce n'est pas pour les nettoyer ou les hydrater. Ils clignent des yeux pour se protéger lorsqu'ils croquent dans leur repas. Un cumulus moyen, c'est-à-dire le gros nuage dodu, pèse un peu plus de 450 000 kg. C'est le poids d'environ 100 éléphants adultes flottant au-dessus de ta tête par une journée nuageuse. Si tu cries dans l'espace, personne ne t'entendra. C'est parce qu'il n'y a pas de molécules dans le vide de l'espace pour que les ondes sonores puissent se propager. L'ombre et la lumière semblent avoir beaucoup plus de contraste sur la Lune. Sur notre planète, l'atmosphère diffuse la lumière du Soleil, si bien que les objets restent un peu éclairés dans l'ombre. Sur la Lune, l'atmosphère est presque inexistante et très fine, de sorte que les ombres sont plus noires. Mais quand il y a de la lumière, elle brille beaucoup plus fort sur la Lune à cause de sa poussière réfléchissante. Figure-toi que nous sommes allés sur la Lune avant que des roues ne soient ajoutées aux valises. Le deuxième pas de géant pour notre espèce s'est produit quelques années plus tard. La lumière que les étoiles émettent est constante et régulière. L'atmosphère terrestre interfère et fait croire qu'elles scintillent, alors qu'elles ne le font pas du tout. L'information se déplace dans les nerfs à environ 320 km/h, passant d'un endroit à un autre en quelques millisecondes. C'est pour cette raison que ta main recule si vite lorsque tu touches accidentellement la poêle à pizza chaude. Aïe! Les prises électriques sont de formes différentes dans le monde entier, mais elles ont toutes un point commun, au moins 2 trous. C'est parce que l'électricité doit circuler à travers un circuit ou une sorte de cercle. Le courant passe de ton boîtier de disjoncteur au trou chaud de droite, traverse l'appareil, par exemple ton sèche-cheveux ou ta lampe, puis revient au trou neutre de gauche. Le cœur d'une baleine bleue est de la taille d'une voiture de golf et peut peser 180 kg. Ton cœur pèse 280 grammes, ce qui fait que le cœur d'une baleine bleue est 640 fois plus gros que celui d'un humain. Mais celui qui a le plus grand cœur proportionnellement à sa taille, parmi tous les animaux, c'est ton chien fidèle et affectueux. Les personnes qui se faisaient photographier à l'époque victorienne disaient prune au lieu de fromage. Le fait de façonner la bouche de cette manière leur donnait apparemment un air plus noble. De plus, la prise d'une seule photo pouvait prendre de 15 à 30 minutes. Tu imagines tenir un sourire aussi longtemps. Cléopâtre a vécu plus près de la sortie du premier iPhone que de la construction des grandes pyramides. Lorsque les premiers fossiles de dinosaures ont été découverts dans les années 1670, les gens n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient. Leur meilleure hypothèse, les ossements appartenaient à une espèce éteinte de géants humains. Des fossiles montrent également qu'il y a 40 millions d'années, les pingouins avaient la taille d'un kangourou. La plus grande chute d'eau du monde se trouve sous l'eau. Il s'agit de cataractes détroits du Danemark, où l'eau froide et dense des mers nordiques coule sous l'eau chaude de la mer d'Irminger. En chemin, elle fait une chute de 3500 mètres sur une crête sous-marine. C'est plus de 3 fois la hauteur de la plus haute chute d'eau sur Terre. L'Australie est plus large que la Lune. Vérifie les chiffres, le pays des antipodes s'étend sur près de 4000 km. La Lune, un peu plus de 3380 km. Le créateur du Rubik's Cube, Erno Rubik, a mis 1 mois à résoudre le cube après l'avoir créé au début des années 1970. Le record mondial est aujourd'hui de 3,47 secondes. La foudre est 4 fois plus chaude que le soleil. Un seul éclair peut griller plus de 100 000 tranches de pain. Les ananas contiennent une enzyme digestive. Ainsi, lorsque tu manges un ananas, il te ronge aussi un peu.
C'est pourquoi tu as une légère sensation de brûlure dans la bouche lorsque tu en croques un. Mais ne t'inquiète pas, ton estomac sortira toujours vainqueur de ce match. Les baguettes jetables sont reliées au sommet pour que tu saches qu'elles n'ont pas été utilisées auparavant. Tu es censé casser cette partie supérieure connectée et poser tes baguettes usagées dessus pour qu'elles ne touchent pas la table. La principale fonction des sourcils est de protéger tes yeux de la sueur et de la saleté. C'est pourquoi ils poussent vers les tempes afin de diriger l'humidité vers les côtés plutôt que vers le bas. Mais ils protègent également tes yeux d'une trop forte exposition au soleil. Sans sourcils, notre espèce aurait probablement évolué vers des cils très longs et épais. En moyenne, les cheveux d'une personne poussent sur plus de 965 km au cours d'une vie. Cela correspond à la distance entre la ville de New York et Dayton, Ohio. Le point Nemo dans l'océan Pacifique est l'endroit le plus retiré de tout de notre planète. C'est à plus de 2500 km de toute côte. Si tu y allais, tu serais beaucoup plus proche des astronautes de la Station spatiale internationale que de n'importe quel être humain sur Terre. L'ISS est en orbite à seulement 400 km au-dessus de la surface. Observer une peinture séchée est un métier. Tu t'assieds sur une chaise en face d'un mur fraîchement peint et puis, tu as compris, ton travail consiste à suivre l'évolution de la texture de la peinture, les endroits où elle se fissure et à rédiger un rapport détaillé basé sur tes observations palpitantes. Lorsque les gens utilisaient les cadrans solaires dans l'Antiquité, l'ombre du soleil allait de la gauche vers la droite dans l'hémisphère nord et vice-versa dans l'hémisphère sud. Les premières horloges mécaniques ont été inventées dans le nord, si bien qu'elles tournaient dans le sens des aiguilles d'une montre, comme nous le savons aujourd'hui. Si elles avaient été inventées dans le sud, les directions auraient pu être inversées aujourd'hui. Les muscles les plus rapides du corps se trouvent dans l'œil, et le clignement d'un œil est d'environ 1/10 de seconde. Tu fais cela 20 000 fois par jour. La prochaine fois que quelqu'un dira « je vais le faire en un clin d'œil », souviens-toi de ceci. Les scientifiques disent qu'un clin d'œil est le temps nécessaire à la lumière pour parcourir 1 cm, environ la largeur de ton ongle, dans le vide. Le bout des doigts humains est si sensible qu'il peut sentir les stries d'un objet, même si elles ne sont que de 13 nanomètres de profondeur. Un nanomètre est 1 millionième de millimètre et 1 millimètre est à peu près la longueur d'un grain de sable. En 1992, un cargo a perdu une caisse contenant 28 000 canards en caoutchouc dans le Pacifique Nord. Ces objets continuent d'apparaître sur les côtes du monde entier, même dans l'Atlantique.